han terminado, ya terminó. He pensado que se pueden ver los caminos. Bonsoir à tous. Merci à vous d'être venus. Je suis doublement heureux de cette animation. Tout d'abord parce qu'on a le grand plaisir de recevoir Léa des éditions Rue de l'Échiquier. Vous avez peut-être lu déjà une partie des productions sur lesquelles elle a pu travailler. Je vous explique un petit peu la genèse parce que quand même, parce que c'est assez flatteur et qu'on est très content. C'est les 10 ans de la maison d'édition. Et il se trouve que j'ai reçu donc un petit message de la part de Léa qui disait que pour leurs 10 ans, ils souhaitaient faire 10 animations dans 10 villes avec 10 auteurs. Autour de 10 de nos sujets. Et avec 10 sujets un peu incontournables de la maison d'édition. Et je vous avoue qu'on était très flattés d'être parmi ces 10. Sachez que des animations comme ça, il n'y en aura que 10 en France. Et sur des sujets assez variés qui représenteront bien le catalogue. Donc première petite chose, on aura un temps d'échange autour des productions de Rue de l'Échiquier que vous avez pu voir pas mal en vitrine et puis d'une manière générale très régulièrement sur nos tables. Et puis deuxième point qui me plaît beaucoup, c'est évidemment de recevoir Jean-Marc Gansil ce soir avec nous pour son nouveau livre, pour son livre tout court d'ailleurs. On a déjà parlé, oui, mais il y a très longtemps. Ah. Quand j'étais jeune. Ne plus se mentir, dans la nouvelle collection Les Incisives, Rue de l'Échiquier, et donc où on parle d'écologie politique, voire d'écologie radicale. C'est ça. Et donc on va pouvoir échanger, comme d'habitude, vous le savez. J'ai mes petites questions, j'ai mes petites pistes en tête. Maintenant, vous n'hésitez surtout pas à intervenir, c'est tout l'intérêt de cet échange avec cette proximité-là. Petite subtilité supplémentaire quand même, aujourd'hui, Caroline et moi avons réinventé un concept qui existe depuis des années, c'est le dîner-spectacle. Donc, après l'animation, on vous propose une petite soupe pour ceux qui ont faim et qui ont envie d'en profiter un petit peu, un petit repas chaud. Je vous préviens, c'est fait par la maîtresse de maison. Soupe maison, vous avez intérêt à tous en prendre un bol, sinon moi je vais en manger pendant 3 semaines. Voilà un petit peu pour commencer. C'est parfait. Et ben on va tout de suite parler du livre de Jean-Marc. Ne plus se mentir, avec plaisir. Alors est-ce que tu veux bien nous évoquer à tout le monde la genèse de ce livre? Pourquoi ce besoin d'écrire ce livre à ce moment-là? La genèse, c'est toujours un peu... déjà merci d'être ici et pour cette rencontre. Merci de l'avoir organisée, ça me fait très plaisir. Je suis originaire aussi, enfin pas originaire, j'ai passé beaucoup de temps dans le sud-ouest, donc ça me fait plaisir de revenir. Maintenant je vis à La Réunion. J'ai souhaité écrire ce livre parce que j'ai dans mon parcours à la fois d'entrepreneurs, on va dire, qui cherchaient du sens dans ces initiatives, mais aussi en tant que militant écolo, confronté à la réalité de très nombreuses alternatives que j'ai tenté de faire germer, développer et s'aimer un peu partout en France à partir de différents lieux. J'ai été confronté systématiquement à un certain nombre d'écueils et j'ai réalisé que malgré tout l'espoir que portaient ces initiatives, elles étaient systématiquement confrontées à un certain nombre de verrouillages économiques, d'inertie sociale, d'illusions démocratiques, et que il fallait décrypter tout ça pour donner des clés de lecture, ce que j'appelle la lucidité. Alors, je ne suis pas suffisamment orgueilleux et prétentieux pour prétendre que je sois le seul à l'avoir, et je n'ai aucune vérité vraie à vous délivrer, mais j'ai une conviction assez profonde autour de l'impossibilité de faire germer un nouveau monde auquel beaucoup d'entre nous aspirent, parce qu'on est confronté à beaucoup d'inertie, à beaucoup de verrouillages et à beaucoup d'illusions qui les empêchent. Voilà. Et j'ai une certaine forme de colère par rapport à ça, parce que ça me paraît de plus en plus visible, tout ça. On commence à bien comprendre ce qui se trame, on commence à bien pouvoir identifier l'adversaire, si j'ose dire, et nous sommes une part de cet adversaire, chacun d'entre nous, et j'ai voulu écrire un peu tout ça, voilà. Essayer de décrypter les fausses solutions dans lesquelles on essaye de vers lesquelles on essaye de nous orienter, les faux semblants d'un certain nombre d'organisations et d'initiatives qui font passer des vessies pour des lanternes, l'injonction aux petits gestes qui dépolitise totalement un sujet qui est éminemment politique, celui de l'écologie. Voilà, j'ai
aussi des exaspérations par rapport à des initiatives qui étaient présentées comme des parangons de vertu, des solutions ultimes, ou en tout cas qui bénéficiaient d'une exposition qui me semblait totalement disproportionnée par rapport à la valeur qu'elles avaient. Alors, citons par exemple, s'il faut du concret, l'agriculture urbaine dans les métropoles. Alors là, c'est génial, on va avoir de l'autonomie alimentaire pour tout le monde. C'est totalement faux, le foncier n'est absolument pas disponible pour le faire. Citons par exemple également des success stories, comme on dit, autour d'entrepreneurs comme Boyan Slade qui va nettoyer les océans. Hein. L'adolescent qui nettoie les océans, alors il a 16 ans, super idée, plein de fric et tout ça, et il a inventé une machine qui va nettoyer les océans. On sait très bien que c'est impossible. Tout est fragmenté, tous ces micro-fragments de plastique qui sont jusque dans les fosses marines, dans les organismes marins les plus microscopiques, et même dans nos selles et dans nos organismes. Le plastique est partout, l'invasion est générale, et donc on nous fait croire qu'un gamin de 16 ans va nettoyer les océans. Et voilà, ça permet de dédouaner un certain nombre de responsables, d'industriels, qui profitent, on va dire, de ces fausses solutions pour continuer à faire comme avant, le business as usual, le statu quo, et rien ne change. Donc face à un discours sur ces fausses solutions, j'ai eu envie de taper un coup dans la fourmilière et essayer de décrypter tout ça, de démonter des oxymores comme celui de croissance verte, développement durable ou des choses comme ça. Et ce bouquin a vocation à faire cet exercice de lucidité pour essayer de nous positionner à la hauteur de l'enjeu et essayer d'apporter des réponses, autant que faire se peut, à la hauteur de l'agression et des destructions auxquelles on a à faire face. Et une des premières réponses que tu évoques, c'est finalement de définir l'adversaire, l'ennemi, parce que clairement il ressort comme ça du titre. Hein. Oui. L'ennemi de l'écologie, ça serait l'économie. Bah, en tout cas, bien sûr, on est tous dans un monde où l'économie a une place importante. Il ne s'agit pas de dire que du jour au lendemain, il faut arrêter tout. C'est absolument impossible. En revanche, il y a un certain nombre de mythes qu'il faut déconstruire. Et le mythe selon lequel économie et écologie sont compatibles, pour moi, est la fake news ultime, comme dirait Donald Trump. Donc il faut arrêter de penser, parce que tout simplement les lois de la physique s'y opposent. On est quand même soumis à un certain nombre de déterminismes physiques. C'est impossible de considérer qu'on va prendre une ressource d'un côté, la transformer avec de l'énergie, produire des déchets, et faire en sorte que tout ça, par une espèce de pensée magique et de je sais pas quoi, de fière philosophale, on arrive à le transformer en rien. C'est-à-dire que ça serait indolore. C'est faux, totalement faux, mais on essaie de nous le faire croire. Économie circulaire, économie symbiotique, économie verte, économie bleue, développement durable, croissance verte, enfin, tout y passe, et à chaque fois il y a un nouveau concept qui émerge et qui nous fait croire que c'est possible, et tout le monde se rue là-dessus, mais le système, lui, en profite à continuer sa marche forcée, sa fuite en avant mortifère, en utilisant toujours plus de ressources, en développant toujours plus de rejets et de pollution, de gaz à effet de serre, et tout ça, on s'en rend de plus en plus compte. Donc, ennemi, j'aime pas trop le terme, adversaire me semble plus approprié, on en parlait tout à l'heure avec nos amis journalistes locaux, question de l'anthropocène ou du capitalocène, je ne sais pas si ce sont des notions qui vous sont familières, mais est-ce que finalement c'est l'homme intrinsèquement qui détruit son environnement, ou est-ce que c'est l'organisation sociale qu'il met en œuvre qui va accélérer ces phénomènes? Moi, je crois que c'est un peu les deux. Même les tribus primaires, même les peuples premiers ont bouleversé le climat, ont déforesté massivement, ont tué la mégafaune. Donc très difficile pour nous de vivre en harmonie avec cette nature qui nous accueille. Ça s'est souvent fait aux dépens des autres êtres vivants sur cette planète, hein, jusqu'à des points absolument ultimes aujourd'hui qui arrivent à éradiquer des espèces entières. Et puis est-ce qu'effectivement le capitalocène, c'est-à-dire le capitalisme financiarisé dans toute sa splendeur, a accéléré le phénomène? Très très certainement, indubitablement. Et aujourd'hui, il y a une logique industrielle, il y a une logique financière, il y a une logique, on va dire, de marché libéral qui, indubitablement, effectivement, accélère les destructions et nuit à notre avenir commun. Voilà. Donc c'est ce que cet essai essaye de décrypter à sa façon, avec une tonalité volontairement provocatrice, parce que c'était un peu le jeu, pour provoquer de la réaction, pour enclencher le débat, et pour essayer, ensemble, de trouver des réponses à ces questions, à défaut de trouver des solutions, parce que je pense que c'est un terme qu'il faut désormais bannir. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des fausses solutions. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faille être dans l'inaction, il faut être dans une forme de réponse, d'aménagement, de réaction, qui soit appropriée
à la violence de l'assaut qui nous est porté. D'accord. Alors justement, hein, moi je vais le dire très clairement, hein, c'est un livre évidemment que j'ai lu, qui m'a plongé dans une espèce de dépression assez profonde. En plus on a beaucoup discuté tout à l'heure, donc je me permets évidemment de dire ça devant Jean-Marc. En gros on est face à un constat, c'est que ça va être excessivement compliqué de changer le cap. Oui. Et le seul moyen, ou les seuls moyens à notre disposition pour changer le cap, c'est changer de système. Le système actuel ne permet pas une écologie réelle, concrète et efficace. En tout cas, il ne permet pas de gérer correctement les ressources dont nous sommes totalement dépendants, et l'air sain dont nous avons besoin, l'eau que nous buvons et qui doit être non viciée, oui effectivement, ce système-là ne le permet plus. Donc il faut en changer. Et effectivement, c'est vertigineux comme aventure, et c'est très politique. Or, ce que ce système-là s'est évertué à faire, c'est de dépolitiser cette question en nous renvoyant à des petits gestes et des actes individuels qui ont été le meilleur moyen de ne pas condamner le système et de le déculpabiliser. On a reporté cette responsabilité et cette culpabilité sur le citoyen avec des injonctions à faire des petits gestes, des petites choses, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, en oubliant que le principal responsable de ces exactions environnementales, c'était une organisation globale qui profitait justement de cette diversion pour continuer ses ravages. Est-ce que tu n'as pas peur? Alors, parce que justement c'est un propos assez important dans le texte, et je vous invite d'ailleurs à y jeter un coup d'œil. Le propos de Jean-Marc, c'est de dire finalement les actions individuelles et locales, associatives, sont finalement bien peu face à une pollution mondiale. Absolument, mais c'est pas parce qu'elles sont peu et pas grand-chose qu'il ne faut pas les faire. Je suis pas en train d'opposer les deux. Justement. Je dis qu'effectivement, enfin, je prétends, et j'en suis tout à fait convaincu, ne serait-ce que parce que c'est une façon de lutter contre notre dissonance cognitive, hein, de s'aligner entre nos convictions et nos actions, il faut absolument être de plus en plus cohérent par rapport à ça. Et au niveau de chacun d'entre nous, manger moins de viande, moins prendre l'avion, voire ne plus le prendre du tout. Je suis mal placé pour le dire, vivant à La Réunion maintenant, mais on pourra en reparler, parce que ça fait partie aussi de cette fameuse dissonance avec laquelle on est parfois complaisant quand ça nous arrange. Les circuits courts, le bio, l'arrêt des pesticides, la permaculture, tout ça, il faut le pousser. Toutes ces alternatives sont les bienvenues, mais penser qu'elles sont suffisantes pour aller à l'encontre d'un système mondialisé dans lequel on est totalement enchâssé, c'est se mentir à nous-mêmes. D'où ce sujet-là. Voilà. Après, effectivement, c'est vertigineux. Après, ça suppose des moyens d'action qu'on n'a pas encore et qu'il faut réinventer. Et effectivement, ça suppose des mouvements massifs, ça suppose du courage. C'est pour ça que je dis qu'il faut abandonner l'espoir, qui est très ténu, pour le courage qui nous manque, pour effectivement essayer de s'opposer à ce système mortifère. Et est-ce que justement t'as pas peur? Parce que c'est presque ce que j'ai pu me dire en lisant l'ouvrage. Hein. En fait, mon petit geste individuel, il sert pas à grand chose. Est-ce que je ne laisserai pas tomber ça, puisque de toute façon, le système est trop violent? T'as pas peur de décourager quelques initiatives locales ou individuelles qui seraient quand même pertinentes? Alors si j'ai pu induire cette idée-là, c'est que je me suis planté. En revanche, ce qui me rassure, c'est qu'un certain nombre de lecteurs qui m'ont déjà fait des retours, et notamment parmi les plus jeunes, me disent qu'effectivement c'est une grosse claque, et qui se prennent vraiment une grosse baffe dans la gueule, excusez-moi du terme, mais qu'à côté de ça, ça décuple leur envie de combativité. Et ça, c'est vraiment l'objectif que je voulais. Ça sert à rien de se mentir, de se bercer d'illusions, de penser que tout va se résoudre par une pensée magique ou une prophétie autoréalisatrice. En revanche, mesurer l'étendue des ravages, la dangerosité qui vient, savoir qui l'a créé, même si c'est pas souvent aussi binaire qu'on le pense, c'est un peu caricatural parfois, mais c'est aussi simplifier le propos, ça nous permet d'enclencher éventuellement les actions qui s'imposent pour faire face. Voilà. Et ne plus se tromper de chemin, ne plus revendiquer uniquement une hypothétique mobilisation, prise de conscience des politiques, qui n'auront pas, en tout cas pas cette génération, parce qu'ils sont englués dans des compromissions infinies avec les pouvoirs qui les ont amenés là où ils sont. C'est ne plus se mentir sur la portée d'une mobilisation massive qui n'aura de toute façon pas lieu à l'échelle où il le faudrait, même si tous ces petits gestes se multipliaient, ça sera très long. Ne plus défausser sa responsabilité sur les jeunes en se disant bon ben voilà c'est leur boulot maintenant. C'est un peu ce à quoi on assiste avec ces grèves étudiantes et scolaires en se disant bah non c'est à vous de faire. Hein.
Nous on a essayé, on n'a pas réussi, maintenant à vous, et de leur faire porter ce fardeau-là. Voilà, c'est tout ça que j'ai essayé de décrypter dans ce bouquin, en ayant un regard effectivement le plus objectif possible, basé sur des faits, sans concession, avec une certaine forme d'intransigeance, qui est assez anxiogène, j'en conviens, qui laisse assez peu d'espoir, c'est vrai, mais qui, je pense, une photographie assez réaliste de ce à quoi on est confronté. D'accord. Et est-ce que justement, alors par rapport à tes nombreux voyages, et puis je sais tes expériences en dehors de la France, hein, est-ce que tu as pu voir à un moment, sentir quelque chose qui serait peut-être de l'ordre d'une des solutions? Alors j'ai pas fait de nombreux voyages parce que ça va justement à l'encontre de ce que je dis. Depuis 10 ans, je me suis astreint à une certaine sobriété, et notamment dans mon usage de moyens très énergivores et polluants comme l'aviation. C'est un peu moins vrai depuis que je suis à La Réunion, mais ça fait que 6 mois. En revanche, pendant 10 ans, j'ai été l'un des militants les plus actifs à Bordeaux pour dénoncer l'aéroport, le low cost et tout un système qui incite les gens à prendre plutôt l'avion que le train ou autre chose parce que c'était très peu cher et facile. Et c'est ça le problème du système, hein. C'est le système qui nous incite à ça. Moi, mes enfants, quand ils voulaient aller, ne serait-ce que pour un stage en Angleterre, ils allaient mettre des dizaines d'heures en train et en voiture parce que les liaisons n'existaient plus ou étaient mal foutues. Mais ça a coûté 19,99 € avec je ne sais quelle compagnie aérienne. Donc c'est le système qui s'organise pour faire en sorte que ça soit possible. C'est ça qu'il faut dénoncer. Voilà. Bon, je réponds à ta question. Est-ce qu'ailleurs c'est mieux? Je ne sais pas. On est maintenant englué dans une économie mondialisée et je pense qu'un certain nombre de peuples se réveillent un peu partout parce qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes et à la même pression et aux mêmes anxiétés. Donc j'espère que ce réveil sera international. Il faut le souhaiter. En tout cas, on voit déjà que l'élection, sans doute pas démocratique, de dirigeants totalitaires, carbo-fascistes, totalement rétrogrades et conservateurs au dernier degré comme Trump, Bolsonaro et j'en passe et des meilleurs, Poutine et ainsi de suite, rendra notre tâche quand même très compliquée. Et que face à tout ça, c'est une guerre civique qu'il faut enclencher. C'est une guerre civique et c'est un usage proportionné de la force parce que seule la menace physique fait reculer ces pouvoirs-là. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on en pense ce qu'on veut, tout a été dit, l'inverse et son contraire, mais je pense que ce que ça a démontré, c'est que le seul moment où le pouvoir a eu peur, c'est quand les gens étaient dans la rue, violents. Ce constat est triste, on pourra en débattre, mais il est aussi une réponse à l'ultra-violence auquel on a affaire ça, c'est qui soumet humains et non humains dans ce système capitaliste. Donc on va mettre les pieds dans le plat complètement. Hein. Donc la réponse écologique ne peut pas être la loi, la législation, le côté réformateur. Tout se doit d'être révolutionnaire au sens presque armé du terme. De tout mon cœur, j'espère, et j'espérais que la voie qu'on m'avait enseignée, dans laquelle j'ai été bercé, le conformisme germanique que m'a enseigné ma mère, puisqu'elle est allemande, pouvait s'appliquer en tous les cas, à savoir être dans les clous, obéir aux règles, travailler pour obtenir des résultats parce qu'ils étaient justes. Tout ça ne marche pas. Tout ça ne marche pas, les alternatives sont précarisées, elles sont fragilisées par le système dominant, les voies démocratiques se heurtent à l'indifférence, au mépris, à la condescendance, et on le voit avec l'épisode actuel des réponses à l'affaire du siècle par exemple. Lorsqu'il y a effectivement des décisions de justice, il y a des amendements sans fin et une façon de repousser les échéances qui les rend inefficaces. Quand on va dans la rue et qu'on respecte les prérogatives, enfin les recommandations de la préfecture pour aller dans tel et tel endroit, ne pas passer par-ci, ne pas passer par-là, ne pas dire ça, ne pas dire ci, ben ça reste très poli et c'est inefficace. En revanche, quand on casse, quand on s'oppose physiquement, quand on entrave des bulldozers, quand on résiste dans une ZAD, oui, là, ça commence à faire bouger des lignes, ça empêche un aéroport de se créer, ça fait reculer le pouvoir, ça fait libérer un certain nombre de moyens, ça provoque des débats nationaux dont on verra ce qu'ils permettront de faire germer. Mais oui, c'est triste à dire, et je suis le premier déçu de ça, parce que je ne suis absolument pas belliqueux
par nature. Même sur un terrain de rugby, et je suis souvent venu à Bergerac avec mes amis rugbymen pour faire des matchs, je suis sans doute le moins hargneux, mais je me rends compte, au travers de ce que je constate sur le terrain, et c'est triste, que seuls ces moyens-là arrivent à faire bouger les choses. Et seules les tribus indiennes en Amazonie qui prennent les armes arrivent aujourd'hui à arrêter la déforestation. Et seuls les rangers qui sont armés arrivent à tuer des braconniers et des trafiquants qui exploitent sans fin la faune sauvage. Oui, c'est dramatique, c'est l'éternel cycle de la violence, et ça suscite souvent des réponses qui sont, on va dire, décuplées dans leur brutalité. Donc c'est dramatique, mais que faire? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, cette forme de radicalité doit être aussi réinventée, avec intelligence, avec malice, avec créativité, facile à dire, à nous de l'être, pour qu'elle soit juste, qu'elle soit légitime, cette défense-là. Mais il va falloir qu'on s'y mette sérieusement, parce que tous les autres voies ont été épuisées. Donc tu as déjà des espèces de pistes de réflexion, de modèles particuliers en tête? Alors on parle beaucoup de désobéissance civile. Ma crainte, c'est que ça reste souvent très symbolique. Bien sûr, ça fait du buzz, ça fait de la com, ça donne envie d'agir à certains, ça peut parler à d'autres, mais si on reste dans le registre du symbolique, on n'ira pas loin. En revanche, je pense que certaines formes d'activisme, en bloquant des mines, en siphonnant les réservoirs on va dire de Caterpillar, en faisant des chaînes humaines, en s'enchaînant à des arbres qui devraient être tronçonnés, enfin ce genre de choses, voire un peu plus, méritent d'être tentées selon les cas, et avec intelligence, pas dans une espèce de réaction testostéronée de casseur un peu stérile, qui est souvent contre-productive, mais avec un ciblage intelligent, avec des stratégies et des tactiques, sans que ça soit les seuls à mettre en place, parce que toutes les tactiques doivent être entremêlées, doivent être mises en synergie, mais je pense qu'on peut plus passer aujourd'hui d'une certaine dose de violence dans ces combats. Ce qui est radicalement différent de l'écologie qu'on peut connaître aujourd'hui, qui se veut très pacifiste dans la posture. Oui, je crois même que c'est un écueil. Déjà vachement plus réaliste. Je crois que c'est un écueil. On a créé des mythes autour de la non-violence et on se drape de vertu en revendiquant absolument cette non-violence qui donne une espèce de posture morale de supériorité dans laquelle beaucoup de militants écolos se drapent. Et on voit que systématiquement cette non-violence est revendiquée. Mais le terme est très polysémique. Qu'est-ce qu'il y a derrière violence? Pour beaucoup, c'est du meurtre. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer des gens. Je dis en revanche qu'il y a une forme de combativité, d'agressivité qui est légitime à certains moments. Par exemple, une ONG comme Sea Shepherd, que vous connaissez parfois pour avoir eu certains succès, je trouve que ça c'est un bon moyen intelligent de faire. Parce qu'elle s'oppose, elle est courageuse, elle y va, elle est sur le terrain, et elle a réussi à faire plier le gouvernement japonais, malgré ce qu'on dit, si elle a refusé aujourd'hui, si elle continue sa chasse à la baleine commercialement, en dévoilant son jeu, il renonce à la chasse prétendument scientifique dans l'hémisphère sud, et du coup il est obligé de quitter la Commission baleinière internationale, et donc de fait, ça sanctuarise l'hémisphère sud. C'est une victoire, et cette victoire, on la doit aux méthodes combatives de Sea Shepherd, et pas aux négociations internationales qui n'ont absolument pas abouti. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut, je pense, multiplier un peu partout. Oui, il s'appuie quand même sur la loi, puisque le principe étant... Non, il s'appuie sur un défaut de respect de la loi par des acteurs prédateurs. Mais ça, on peut le trouver partout ailleurs. On peut s'appuyer sur la justice, sur le droit, pour défendre des combats que bafouent, je dirais, des entreprises prédatrices, ce fondamentalisme marchand dont je parle, qui n'a qu'une seule règle en tête, c'est maximiser son rendement, son profit, ses bénéfices, toujours au profit des mêmes. Les rapports d'Oxfam se succèdent et à chaque fois montrent que les ultra-riches, l'élite mondialisée, l'oligarchie s'approprient l'essentiel des richesses de cette terre, à la fois physique et financière. Donc c'est quand même assez catastrophique. Assister à ça les bras ballants en disant qu'on est pacifiste, en revendiquant Nelson Mandela ou Gandhi, alors même que leur histoire est falsifiée, parce que Gandhi a quand même gagné grâce au sang de ses frères. Il s'est passé pas mal de choses violentes pour réussir à ses fins. Et sa forme de non-violence était aussi une forme de courage, puisqu'il acceptait de se faire taper dessus. Bon, bref, c'est très loin de l'image un peu cuicui des petits oiseaux qu'on peut avoir.
Donc attention aussi à la falsification de l'histoire, à une espèce de non-violence absolue qui gagnerait tous ces combats, ce qui n'est pas la réalité historique. Alors Léa, comme ça on évite de dangereux révolutionnaires. On trouve un adversaire quand même, je veux dire, le principal problème, en fait, quelque part, c'est les émissions de CO2. Donc, enfin, on est, bien sûr qu'il est important de sauver les baleines ou des choses comme ça, mais la principale préoccupation, c'est effectivement que la planète se réchauffe et que en fait, l'humanité ne pourra plus vivre sur une planète qui est surchauffée. Absolument. Donc, les émissions de CO2, en fait, elles sont générales. Quelque Absolument. part, tout le monde est notre adversaire, on est nous-mêmes notre C'est ce que je adversaire. disais en Donc, propos liminaire, vous avez raison. ouais, et Mais là, pas tous au même degré. donc, être radical écologique, quelque part, c'est tapé partout. Effectivement, on Non, peut c'est donner- un peu de façon graduée. Je pense qu'aujourd'hui, quand je disais nommer l'adversaire, identifier aussi les causes, c'est ça la radicalité, c'est aller sur la racine du mal, entre guillemets. Et effectivement, vous avez raison de dire qu'on est, à un moment donné, c'est là où tout à l'heure on a fait le distinguo entre anthropocène et capitalocène, Ouais. le risque à essentialiser la destruction de la nature en disant que l'homme intrinsèquement la détruit est en partie juste, mais Oui. la gradation de cette destruction, elle est accélérée par des phénomènes d'organisation sociale et économique qu'on nomme capitalocène, qui sont liés à des modes, à des systèmes, en l'occurrence aujourd'hui le capitalisme mondialisé, qui les accélère grandement. Mais notre échelle de responsabilité dans la destruction du monde, ou en tout cas dans le réchauffement climatique, est très variable. Un Français moyen, je ne sais pas si vous le savez, globalement, alors les chiffres varient selon les sources, mais globalement retenons qu'un Français moyen émet 8 tonnes de CO2, 8 tonnes équivalent CO2 par an, là où un Allemand en émet 13, ou un Américain en émet 27, et où un Burkinabé ou un Vietnamien en émet 1 tonne. Oui. Donc on est dans des rapports totalement différents. Et c'est effectivement nos modes de vie, notre confort matériel, notre abondance de biens et ce productivisme qui l'alimente, qui est à mettre en cause avant de penser que la multiplication des Africains est le problème. Voilà. Donc il y a aussi une gradation dans les causes du problème qu'il faut avoir bien en tête. J'en rappelle certaines. Et elles sont souvent liées, justement, à ce modèle qu'on nous impose et au mimétisme qui l'induit, c'est-à-dire que tout le monde veut accéder au niveau de richesse qu'ont les Occidentaux, mais tout simplement, ça ne sera pas possible. Et de toute façon, nous-mêmes, la richesse qu'on a atteinte maintenant, ce niveau de confort va se dégrader inévitablement parce que les ressources viennent à manquer, parce que l'énergie ne sera plus aussi abondante, et parce que on est de plus en plus nombreux. Voilà. Donc tout ça, ce sont des problèmes incommensurables, mais ce sont les nôtres. Et il va bien falloir, à un moment donné, les considérer tels qu'ils sont et pas se bercer d'illusions comme on essaie de le faire pour faire perdurer jusqu'au moment où on ne pourra plus. Ouais. Mais on se lève un peu contre nous, quoi. Mais oui. Et une des réponses qui n'est pas une solution, c'est d'entrer en décroissance, c'est-à-dire d'aller vers du moins, et pas simplement du mieux comme on essaie de nous faire dire pour continuer à consommer des produits soi-disant verts, c'est du moins, tout simplement. S'extraire de ce système-là, acheter infiniment moins, réutiliser, se contenter d'une maison beaucoup moins chauffée, beaucoup plus petite, et ainsi de suite. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais évidemment, c'est très complexe, et on est tous en prise avec nos propres inerties, nos propres difficultés à accepter cette perspective, parce qu'elle n'est pas du tout celle dans laquelle on a été éduqué, pas du tout celle auquel on a envie d'aspirer. On a tous une forme d'égoïsme aussi par rapport à ça. Il faut le reconnaître. Imaginons par exemple casser aujourd'hui un Amazon. En fait, là, on va en parler ici. Ouais. Comment on peut faire, parce que Déjà ne pas l'utiliser, quoi. Ouais. Dire tout simplement, quoi. Ne plus Oui. coopérer, tout simplement s'extraire d'un certain nombre de systèmes dont on sait qu'ils sont viciés, en tout cas qu'ils ne vont pas dans le bon sens. C'est déjà ça, s'affranchir. Oui, mais là, quand on fait ça, je suis d'accord avec vous, quand on fait ça, moi j'ai l'impression d'être en cohérence avec ce que je crois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais par contre, là, j'essaye d'être plus ou moins cohérente. On n'est pas cohérent sur tout. Hein, bien sûr. mais après, ça, c'est des gestes qu'on fait nous,
Mais moi, je ne sais pas comment agir autrement et je me vois pas aller m'attacher à un arbre s'il y a un autoroute qui va je sais pas où. Et ben, je peux pas le faire, c'est tellement pas moi. Et pourtant, je suis vraiment, je pense, assez consciente du problème. Mais je me vois pas faire des choses comme ça. Oui, mais tout à fait donc du coup, je ne sais pas quoi faire. Je réponds juste à cette objection après votre question, mais vous avez tout à fait raison. Et entre guillemets, je ne vous demande pas de vous enchaîner à un arbre. Je pense que j'aimerais être plus efficace que ce que il y a une diversité de tactiques qui sont nécessaires pour arriver à nos fins. Et tout le monde n'est pas en première ligne sur le champ de bataille. Il faut aussi des stratèges derrière, il faut aussi des gens qui font la cuisine, il faut aussi des gens qui équipent les armées qui sont au front, il faut qu'il y en a qui accueillent les blessés, bon, je fais des métaphores un peu bizarroïdes, mais en gros c'est ça, et enfin de mon point de vue, et je pense que par contre, il faut arrêter de systématiquement dénoncer ceux qui ont des tactiques les plus violentes. Parce que parfois elles sont tout à fait légitimes et justifiées. Et ne pas rentrer dans le jeu du pouvoir qui est systématiquement dédiabolisé est déjà pas mal. Voilà. Et tout ce qu'on a pu entendre sur les zadistes, tout ce qu'on a pu entendre sur certains gilets jaunes, tout ce qu'on a pu entendre sur les Black Blocs, qui sont souvent très intelligents dans leur façon de procéder, devrait être reconsidéré parce que ça fait partie de la guerre totale qu'on doit mener contre ce système qui nous désingue. Voilà. Et voilà, moi je pense qu'il faut de la clémence et de la bienveillance par rapport aux stratégies les plus radicales, si elles sont intelligentes, si elles sont bien menées, si elles se manifestent pas à l'encontre de tout et n'importe quoi. Hein. Il y a aussi des mecs débiles dans ces mouvements-là, il faut le dire, mais avec discernement, considérer que ces tactiques les plus extrêmes, ou les plus radicales, je préfère ce terme-là, sont aussi une partie des réponses qu'il faut absolument avoir. Et tout le monde n'est pas du tout en capacité de le faire, n'en a pas envie, n'en a pas forcément le courage, et puis n'est pas forcément bon là-dedans. Mais en revanche, arrêter de les diaboliser, c'est déjà un premier pas, je pense. Je voulais dire que la première des choses à faire, c'est déjà d'arrêter de manger de la viande, pour la plupart des gens, sauf que c'est un peu comme intrinsèque aux cultures que l'on a, en fait. Oui, alors moi vous prêchez un convaincu, puisque je suis un militant antispéciste aussi, on va parler dans le sud-ouest, c'est un peu compliqué. Mais moi j'ai une métaphore que j'aime bien. Indiscutablement, 95% en gros de la viande qu'on mange, hein, je ne parle pas des petits élevages extensifs, paysans, locaux, qu'on va m'objecter, qui sont tout à fait respectables à certains égards, mais on va dire l'industrie, globalement, nous fournit l'essentiel de la viande qu'on mange, et le fait au prix d'une violence inouïe. Une violence inouïe. Et cette violence nous nourrit. Nous nourrissons de violence. Comment voulez-vous qu'en nous nourrissant de violence, on ne devienne pas nous-mêmes totalement pervertis par tout ça? Moi, je trouve que cette allégorie-là, cette métaphore, je ne sais pas comment l'appeler, voilà, elle est assez parlante. Et pour moi, c'est très difficile à déconstruire. Ça renvoie énormément de choses très intimes, à une culture, à des traditions. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais globalement, cette prise de conscience, je trouve, va très vite. Elle va très vite, et notamment chez les jeunes, et souvent ces sujets-là, autour du respect, de la considération qu'on peut porter aux autres êtres vivants, sous-entendu autres que l'espèce humaine, me paraît très salutaire. Et si j'avais un dernier espoir, ça serait celui-là. Je crois que c'est le premier facteur. Je pense aussi. Je pense. Et c'est un de mes chapitres, en tout cas, le biocentrisme, sortir de l'anthropocentrisme, avoir une égale considération pour d'autres êtres vivants et que pour l'espèce humaine, pas forcément parce qu'ils sont égaux, mais parce qu'ils ont des besoins légitimes à respecter. Et déjà, ne pas les tuer alors qu'on n'a plus besoin de leur chair pour se nourrir, ce serait déjà pas mal. Et ça, c'est très difficile, hein, parce que j'ai parlé avec plein de... Ah non, mais culturellement, c'est vertigineux, c'est très compliqué, très compliqué. Et chacun y va à son rythme. Hein. On aime la chance, chacun y va à son rythme. C'est dur. Alors que c'est le premier facteur pour éviter un peu... Oui, et puis c'est quand même capitalisme, quand même pas... oui, mais ce capitalisme, il instrumentalise, il utilise, il soumet la vie, quoi, tout simplement, la vie. Mais Josiane Porcher, quand même, qui a bossé avec Ngra, a montré que... Jocelyne, l'horrible épouvantail, pour moi. Et horrible personnage. Elle a maintenant son alter ego qui est Paul Ariès, insupportable personnage. Je trouve que justement ce qu'elle a dit sur les pages, elle est très intéressante. Notamment sur, on a vu toutes les associations et les films qui ont été faits dans les abattoirs, etc. Mais quand tu parles de relations humaines aux humains, il ne faut pas non plus avoir une relation. Finalement, c'est aussi anthropocentrique de penser que l'homme aurait capté totalement ou aurait
était un prédateur pour les animaux, il y a des travaux qui montrent que justement il y a aussi une interaction entre les animaux, enfin la domestication. Justement, on est très dépendant des animaux, mais pourquoi les manger, pourquoi les tuer? Et Jocelyne Porcher, elle justifie juste ça, en disant qu'il y a une espèce de contrat entre l'animal et l'homme, qu'il aurait signé d'ailleurs, je ne sais pas avec quel sabot, mais à mes yeux c'est totalement stupide. Mais ça tient pas la route 2 secondes. Parce que tout ce qu'elle avance, Jocelyne Porcher, pour ceux qui la connaissent, ça serait une espèce de complot mondial entre les véganes et l'industrie. Et qu'on voudrait nous amener vers une nourriture industrielle. Rien ne démontre ça. Aucun argument, aucun fait n'accrédite cette thèse-là. Voilà. Mais elle la développe un peu partout sous couvert de l'INRA et parce qu'elle a été une ancienne éleveuse. Et voilà. Et ça sert bien l'industrie, ça. Ils sont très contents de pouvoir justifier ces intentions soi-disant opportunistes des véganes. La réalité, à mon avis, est bien différente. En tout cas, l'ennemi commun, sans parler de l'élevage en général, pour moi, c'est ce système concentrationnaire qui soumet des milliards d'animaux chaque année et qui me paraît juste indéfendable. Oui. Ça dérive toujours sur la viande à un moment donné. Mais ça me va bien, non? Jocelyne Porcher, elle est quand même spéciale dans ce qu'elle dit. Moi, j'ai souvent entendu cet argument-là, Jocelyne Porcher, c'est quelqu'un de très bien, qui nous explique que pour que les animaux continuent à exister, il faut les manger, donc les tuer. Enfin, moi je trouve ça étrange quand même de se dire pour que quelqu'un continue à exister, il faut le tuer. Et un petit paradoxe. Non mais ça tient pas la route 2 secondes. Elle dénonce l'élevage industriel, elle dénonce la façon dont actuellement on tue les animaux dans les abattoirs, elle propose de remettre ce qui se faisait il y a très longtemps. Est-ce qu'on peut y revenir à ça, à l'ancienne ferme? Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça peut être une solution. Après, je sais pas si l'enjeu c'est de focaliser le sujet sur ce débat-là. Il est très complexe, mais... Ça ne peut pas être la solution ultime face au capitalisme. Elle n'est pas ultime, elle est première. Enfin, au point où on en est, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit ici en public, mais peut-être dans l'interview que j'ai donnée à l'instant, réalisons quand même des chiffres de dingo, quoi. Je ne sais pas si vous les avez en tête. Chaque année, sur cette planète, c'est 60 milliards d'animaux terrestres qui sont tués pour nous nourrir. Hein, c'est 60 milliards. Et c'est plus de 1000 milliards de poissons. On vide les océans, littéralement, on vide les océans. D'ici la fin de notre existence, probablement, les océans seront vidés. La réalité, c'est celle-là. Chaque jour, en France, pour nous nourrir, on tue 50 millions d'êtres vivants qui vont juste demander une chose, c'est à vivre. 50 millions d'êtres vivants. 70% des oiseaux sur cette planète sont des volailles d'élevage. 70%. Voilà. 60% des mammifères sont du bétail, principalement des vaches et des porcs. Il y a plus de porcs en Espagne que d'Espagnols. Tout ça pour faire des jambons et manger des pinchos. C'est comme ça qu'on dit déjà? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est quand même des trucs de dingue. On est arrivé à des échelles qui dépassent l'entendement. Mais on nous cache tout ça, on n'a pas le droit de filmer dans les abattoirs, on n'a pas le droit de voir ce qui se passe, on fait tout pour nous déculpabiliser avec des steaks saignants, dont on ne sait plus d'où ils proviennent et quelle violence ils induisent, et à quel point ils ravagent les écosystèmes, à quel point ils génèrent des émissions de gaz à effet de serre, et à quel point ils nous déshumanisent par rapport à un gamin, vous lui lisez les images, hein, ici on achète des beaux bouquins, il y a tous les animaux, et on apprend aux enfants à les aimer, et puis juste après on leur demande de finir leur steak, quoi. Enfin, c'est quand même complètement ouf. Voilà. Et quand on termine peut-être là-dessus. De la destruction des animaux, enfin, en général, on se focalise sur les mammifères, les oiseaux, les poissons. Mais rarement, on parle de la destruction qui se passe sous la terre, en fait. C'est-à-dire tous les micro-organismes, les vers de terre, parce qu'on a moins d'empathie envers en général. Non, mais c'est vrai. On aime son labrador et puis on bouffe le veau du poisson. Mais enfin, il ne faudrait pas penser que le fait de manger pas de viande, enfin, c'est un débat, mais après. On ne mange pas de viande, on mange des légumes, des céréales, etc. Mais il y a une façon aussi de détruire la vie du sol en mangeant ça. Et c'est aussi à considérer, enfin, parce que là aussi on se coupe carrément l'herbe, enfin la terre, il y a des la question de l'érosion des sols, de la fertilité des sols, de l'usage des... Enfin, j'imagine des convaincus ici, pesticides, engrais...
on nuit extraordinairement à la Ouais, vitalité naturelle des sols par tous ces micro-organismes qui aussi nous font vivre, parce qu'on en a plein dans notre microbiote là. Hein. Et oui, c'est tout ça qu'il faut réhabiliter, c'est tout ça qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dépendants de la multitude des espèces et de leur grande diversité. Et ça, on le sait depuis Alexander von Humboldt et Charles Darwin au 19e siècle. Ils ont déjà tout dit. Vous relisez un super ouvrage d'ailleurs, qui n'est pas aux éditions Rue de l'Échiquier, mais qui s'appelle L'invention de la nature, Alexander von Humboldt, et l'incroyable histoire de ce naturaliste qui a déjà tout dit au 19e siècle. Vous embrayez sur les enseignements de Darwin, on sait tout. Et on fait l'inverse. On soumet la nature, on exploite le vivant, on ne réalise pas à quel point nous sommes totalement interdépendants de la multitude d'interactions qu'on a avec le vivant, mais on scie la branche sur laquelle on est, jusqu'à des points irrémédiables, parce qu'on ne retrouvera des niveaux de biodiversité qu'on détruit qu'après des dizaines de millions d'années, quoi. Les races qui disparaissent aujourd'hui, les espèces qui disparaissent, ce sont des super champions de l'évolution. Ils ont résisté à tout. C'est des machines magnifiques qui ont évolué au fil du temps pour être ce qu'elles sont aujourd'hui, pour être aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Hein, et on fait comme si c'était des produits à consommer. Enfin, je trouve ça hallucinant. Oui, Monsieur Porcher. Il y a Marc Dufumier aussi, qui est spécialiste agronome. Oui, le bien nommé. La transition écologique, c'est un concept aussi creux que tous les autres que tu as évoqués tout à l'heure. Donc on peut parler de révolution écologique. Est-ce que tu penses que c'est pas une bonne nouvelle? Parce que c'est un petit peu, disons, anxiogène. Tout ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD de Bénac aussi, même si on ne sait pas trop ce qui va se passer, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est-à-dire la façon de penser le commun différemment dans des structures. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu mets au point là avec... Oui, on en a parlé tout à l'heure, effectivement. Dans cet ouvrage aussi, je parle de ces formes de lutte, ou en tout cas d'organisation, parce que avant d'être une lutte, c'est aussi une utopie, une envie de faire ensemble, réhabiliter le commun, revenir à des formes de respect de la nature et de vivre ensemble, à une forme d'autonomie, à une convivialité, qui expérimente ces formes d'organisation. Alors, c'est des ZAD à certains endroits, mais c'est tout simplement des éco-villages à d'autres, ou des dynamiques plus ou moins formelles qui sont en train de se créer, souvent dans des territoires ruraux d'ailleurs, et pour favoriser ces démarches-là et leur donner de l'ampleur et de la force, j'ai cofondé avec des amis une initiative qui s'appelle La Suite du Monde, ça s'appelle lasuitedumonde.com pour ceux que ça intéresse, et qui vise à prendre possession légalement de terres rurales et d'un foncier bâti et non bâti pour installer des communautés d'acteurs qui veulent justement vivre comme ça de façon tout à fait sereine et paisible. Et la première commune imaginée, puisque c'est le nom qu'on donne à ces lieux, des communes imaginées, ça se base sur la philosophie d'un écolo assez connu qui s'appelait Murray Bookchin, qui parlait beaucoup de communalisme et de municipalisme libertaire. Et ben on applique un peu ses préceptes et sa philosophie dans ces lieux. Et on est en train de multiplier ces éco-villages, pour faire court. Le premier est en Dordogne. On en a un en gestation en Ardèche, un autre qui germe en Bretagne, et énormément d'envie d'acteurs qui veulent retrouver du sens à leur vie tout simplement par ces formes de vie-là. On a fait récemment un appel parce qu'il y a un paysan qui était d'ailleurs aussi apiculteur, qui avait 140 ou un peu plus, près de 200 hectares de terre à proximité de la première commune imaginée du Bandia où nous exploitons ces terres, et qui voulait leur donner du sens dans la façon de les gérer, et il nous a soumis l'idée de faire une sorte d'appel à projet pour des gens qui souhaiteraient les investir, s'y installer, récupérer le moulin, la meunerie, et ainsi de suite. En 72 heures, il y a eu, sur la base des réseaux sociaux, 70 acteurs qui se sont manifestés avec l'envie d'investir soit du temps, soit des moyens financiers, et des promesses d'investissement de l'ordre du million
pour récupérer ensemble ces terres. Il y a une incroyable envie d'aller vers ce genre d'organisation sociale et de forme de vie commune qui est très forte chez les jeunes notamment, qui ne trouvent plus de sens dans des multinationales ou dans l'économie classique. Et on est une forme de réponse qui, par ailleurs, augmentera la résilience, comme on dit, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, en tout cas la capacité à faire face à des chocs si demain ils arrivaient, parce qu'on organise ensemble ces fraternités, cette autonomie alimentaire, le recours à une énergie plus propre parfois. Voilà, on essaie de défricher ces territoires avec, ces aspects-là avec la suite du monde. Est-ce que tu penses que cette résurgence des communs est possible en zone métropolitaine, sachant que 80% des Français vivent en ville? Très difficilement, parce que l'acquisition du foncier y est très chère. Je sais de quoi je parle, puisque je suis, comme vous le savez peut-être, cofondateur d'un lieu qui s'appelle Darwin à Bordeaux, tu l'as dit en introduction. Darwin, c'est la même utopie, mais à l'échelle urbaine. C'est-à-dire essayer de créer un écosystème d'acteurs. Tu y as participé, tu y es toujours. On essaye effectivement de mutualiser tout un tas d'initiatives, de démarches, de projets, de créer des synergies entre des acteurs qui s'ignoraient, de décloisonner, d'hybrider, comme on dit un peu pompeusement. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi des lieux fertiles à l'échelle de villes et de grandes métropoles. Mais ça suppose d'avoir accès à du foncier. Et on sait qu'il est quasiment inaccessible aujourd'hui. Donc nous, on a eu la chance, parce qu'on a été astucieux, parce qu'on a eu les moyens de le faire, parce que le moment était propice de le faire à Darwin. Mais de multiplier ça se heurte aux intérêts d'acteurs qui sont toujours les mêmes, les grandes entreprises de réseau et surtout les acteurs de l'immobilier et de la promotion qui préemptent, et du béton pour faire court, qui préemptent ces zones pour leurs projets et qui aussi contiennent tout ce qui pourrait être une alternative à leur propre modèle, avec le soutien des politiques qui leur sont totalement soumis parce qu'ils financent leur campagne et ainsi de suite. Là, je rentrerai dans des trucs qui sont assez évidents, mais qui sont malheureusement ce à quoi on est confronté lorsqu'on est un acteur de ces territoires-là. C'est actuellement le problème que vous avez, je crois. C'est exactement le problème qu'on a à Darwin, puisqu'on aurait pu faire des choses exceptionnelles au-delà de ce qu'on avait déjà fait si seulement on avait pu continuer les expérimentations sur du foncier qui ne nous appartenait pas mais qui était réglementé par des conventions d'occupation temporaire, sauf que juste précisément là où on expérimentait des alternatives qui pouvaient paraître gauchistes à certains, il a été souhaité d'installer Bouygues, Vinci, Fayard et d'autres pour faire des immeubles atroces et des cages à lapins et du béton en lieu et place de cette organisation sociale un peu différente qui apportait du service aux habitants quasiment gratuitement. Parce qu'on avait trouvé des moyens de mettre nos initiatives économiques au service de ces alternatives, ce qui d'ailleurs économisait beaucoup d'argent public. Mais non, il faut que ce foncier-là, qui a une grande valeur et qui est très spéculatif, profite toujours aux mêmes acteurs qui ont leurs entrées dans les cabinets de l'hôtel de ville et auprès d'un certain nombre d'élus qui leur sont totalement soumis. Voilà. Ça, c'est la réalité qu'on a vécue. Et sans qu'elle soit caricaturale, c'est exactement comme ça que ça se passe. Hein, et on sait, sentiment d'échec, oui, sentiment d'échec sur ce point-là, puisque nous, on avait réussi de notre point de vue, et du point de vue des habitants, du point de vue des voisins, du point de vue de ceux qui vivent à Darwin, qui occupent ces lieux, occupent au sens légal, hein, puisqu'ils y ont une activité, tout allait dans le sens de ce à quoi on appelle, c'est-à-dire plus grande solidarité, hébergement d'urgence, expérimentation d'agriculture urbaine, diffusion des produits exclusivement bio, coworking solidaire, enfin des trucs qui sont super chouettes quoi, et qui ça marche. Ça coûte rien à la collectivité, on le fait sur nos propres deniers, on crée de l'activité événementielle, enfin il règne une ambiance exceptionnelle dans ces lieux, mais non, il ne faut pas que ça se sente davantage, hein, vous jouez dans votre bac à sable, puis le reste du foncier c'est pour les grands. Hein, c'est pour les adultes, là ils font leur petit business et vous y touchez pas. Et ça on nous l'a rappelé. Et on a même instrumentalisé notre aventure pour faire croire qu'on était d'horribles personnages qui ne respections rien, qui mettions les gens en danger, qui surtout ne respectaient pas les règles de sécurité, tout ça pour mieux nous circonscrire et ne pas développer au-delà nos initiatives, pour que l'ordre qui régnait à Bordeaux puisse prospérer encore davantage. Voilà. Avec la complicité des élus. Qu'est-ce que ça va devenir du coup Darwin ? Ça perdure, et mes associés qui sont encore sur place résistent, se battent, ont à faire face à vraiment
des puissances qui dépassent largement nos capacités à parfois y répondre. C'est extrêmement usant. On espère que le nouveau maire, puisqu'il est aujourd'hui élu, sera attentif, et on sait qu'il apprécie ce qu'on fait. Mais maintenant, il y a un nouveau patron à la métropole, et j'ai lu ses déclarations hier. Elles sont extraordinairement agressives à notre endroit. Et toujours sur des mauvaises raisons. Et surtout, ce que je trouve déplorable, c'est qu'il n'y a aucune vision d'avenir derrière les propos qui sont tenus. C'est des trucs à la petite semaine. On nous attaque sur des normes, sur des supposées infractions à la loi qui n'en sont pas. Mais je dirais l'utopie qu'on porte et qu'on a rendue concrète, elle ne compte pas. Indépendamment des bénéfices qu'elle apporte au territoire. C'est hallucinant. Hein, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Oui, hein. c'est une très grosse frustration. C'est une énorme frustration parce que c'est là où moi j'ai aussi... c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, c'est que les alternatives qui pourtant marchent, malgré toutes leurs limites, hein, je ne veux pas dire que tout est rose non plus, mais les alternatives qui marchent, elles sont attaquées, fragilisées, précarisées, elles ne peuvent pas essaimer. Parce que le pouvoir en place les contraint, à dessein, parce qu'elles nuisent à un certain ordre. Et malheureusement, c'est ce que j'ai vécu, pas dans ma chair, mais presque. Parce qu'on était tellement enthousiaste sur tout ça, on voyait tellement pas de raison à ce que ça se développe au-delà, puisque tout le monde, enfin tous ceux qui l'expérimentaient en étaient contents. On a créé des centaines d'emplois. Mais non, ça suffit pas. Il faut laisser la place nette à ceux qu'on avait prévu de mettre là, et qui sans doute ont eu un certain nombre de promesses, que par contre pour eux, on doit tenir. Voilà. Et je vous jure que c'est... Enfin, je vous jure, j'aime pas ce mot-là. Je vous promets que c'est pas caricatural et que c'est pas binaire. C'est comme... Enfin, ça se passe malheureusement comme ça. Voilà. Et le judiciaire n'est pas toujours en notre faveur. On dit souvent, la justice, c'est pas une question de droit. Enfin, le droit, c'est pas une question de justice, c'est une question de pouvoir. Là, on voit que ça joue contre nous. Voilà. Des écosystèmes comme Darwin, il y en a d'autres créés c'est propre à la ville de Bordeaux ou Darwin, c'est assez particulier parce que c'est très gros, parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce que ça a une forte notoriété, et heureusement, on n'est pas les seuls, mais on est peut-être ceux qui avons poussé le plus loin la diversité des activités et l'engagement écologique. Je pense que cette dimension écolo, elle se retrouve assez peu dans d'autres écosystèmes qui sont plus basés sur des logiques de travail, des logiques événementielles, de la culture, et un peu moins sur l'aspect écolo. Mais c'est ça aussi qui faisait la vertu de Darwin, c'est que sans prétendre, ce que je dénonce, à une conciliation possible entre économie et écologie, en tout cas une innocuité totale de l'économie sur ce champ-là, en tout cas on avait poussé les curseurs suffisamment loin pour dire qu'on pouvait faire moins pire, c'est déjà pas mal. En tout cas ça avait une vertu. Voilà. Léa, est-ce que le travail de Jean-Marc s'inscrit dans la ligne rue de l'Échiquier, et pourquoi vous avez souhaité comme ça le publier? Alors déjà, c'était notre éditeur Thomas qui souhaitait depuis longtemps lancer une collection d'essais, pas forcément très longs, parce qu'on a fait des gros essais sur la permaculture, des essais de référence, mais là on voulait vraiment des essais qui soient capables d'engager des débats sur des sujets d'actualité au cœur de la société. Et en fait, on a trouvé le directeur de collection, Vincent Hédin, qui se définit lui-même comme un agitateur de débat, un agitateur d'idées, et voilà, et avec les deux premiers, donc le livre de Jean-Marc, mais aussi on a publié en même temps un autre livre de Réjeanne Sédinac sur le concept d'égalité, notamment femmes-hommes, mais plus généralement entre les dominants et les dominés. On a deux auteurs qui sont engagés et qui défendent un propos avec mordant, avec des arguments percutants qui font réfléchir. Et d'ailleurs, la preuve, vous avez tous beaucoup de questions. Ça vous fait réagir et c'était ce qu'on voulait faire. Et puis après, voilà, ce que dit Jean-Marc, effectivement, s'inscrit totalement dans la ligne éditoriale de Rue de l'Échiquier, parce qu'on a publié Les limites à la croissance, donc le rapport Meadows qui a été publié dans les années 70 et qui disait qu'en gros, si on continuait que vouloir une croissance infinie dans un monde fini, ce n'était pas possible, et que si on continuait comme ça, on allait droit dans le mur.
et qui est un rapport qui a été revu au début des années 2000 où il disait que non seulement leurs prédictions se réalisaient, mais qu'en plus ça allait beaucoup plus vite que ce qu'ils disaient. Donc là aussi un appel à la lucidité et qui existe depuis longtemps et qui n'a pas forcément été entendu par ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Et voilà, donc oui, ça s'inscrit dans tout ce que... Et puis on voulait effectivement... on estime que il y a des enjeux maintenant où il faut des réponses fermes et nettes, et c'est ce qu'on essaye d'apporter avec ces petits livres. Donc c'est sortir aussi d'un mot, moi je trouve qui nous empêche, qui nous parlait, c'est une forme d'unanimisme. Il y a une espèce d'unanimisme sur les idées écolo, il faut parfois les battre en brèche, créer du dissensus, créer de la controverse, on n'a pas toujours raison, et je prétends pas moi avoir raison non plus. Je vous livre ici mes convictions, et elles sont là pour être débattues, elles sont là pour être échangées, partagées, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, et le boulot de Rue de l'Échiquier là-dessus est à saluer, c'est rappeler aussi les faits, donner des données, croire ce que nous savons, enfin, parce qu'on a tout devant nous, seulement on met des arbres qui cachent la forêt devant, on arrive à nous faire passer des choses pour d'autres, et il s'agit de comprendre ces logiques-là, les décrypter, et ce travail il est indispensable, quoi. Et tous les auteurs que vous publiez, et je suis très fier d'en être, merci beaucoup, à leur façon, enfoncent des petits coins, et ça c'est chouette. Oui. Bien sûr. Mais d'ailleurs, certains d'entre vous ont rencontré à l'époque notre camarade pour Heineken en Afrique. Certains étaient là, notamment on a parlé, puis croise assez régulièrement le travail Rue de l'Échiquier. C'est une vingtaine de titres par an, c'est ça? Oui, entre 25 et 30 maintenant. Mais, et notamment sur Heineken en Afrique, c'était ce que Jean-Marie disait sur le pouvoir des multinationales et sur comment est-ce que c'est un sujet auquel Rue de l'Échiquier s'intéresse beaucoup avec ce livre-là, mais aussi les travaux d'Alain Deneau sur la multinationale Total, mais globalement aussi sur le pouvoir des multinationales et comment aujourd'hui, en fait, c'est elles qui font les lois à l'échelle mondiale parce que elles profitent d'être partout pour dans ce pays-là, je ne peux pas faire ça, mais dans celui d'à côté, j'ai le droit de le faire. Donc en fait, je vais aller le faire dans celui d'à côté. C'est exactement ça. Et ce que tu disais aussi sur le droit, elle se joue aussi du droit, et des interprétations qu'il est possible, des failles qu'il peut y avoir dans le juridique. C'est là qu'elle se loge. Des batteries d'avocats. Mais il suffit de relire, puisqu'on est dans une librairie, les écrits des premiers écolos, enfin en tout cas de ceux qui ont écrit beaucoup sur ces sujets-là, Charbonneau, Ellul, Gors et ainsi de suite. Tout est dit, hein. Je veux dire, tout est dit, et il y avait une pensée très radicale, il y avait une pensée très étayée, il y avait une pensée argumentée, qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on redécouvre pour certains, et qu'on trouve d'une justesse, justement, à la lumière de notre histoire récente, qu'on trouve d'une incroyable justesse, hein, ce que dit notamment Bernard Charbonneau, sur le risque, non pas d'une dictature verte, mais d'une forme d'autoritarisme qui capte les dernières ressources de cette planète à son profit, après les avoir spoliées honteusement. C'est ce qui est en train d'advenir, et il le dit beaucoup mieux que ce que je viens de faire, mais c'est en fait là qu'on réalise que cette pensée critique, extraordinairement lucide, a été totalement démontée par des injonctions à positiver, par une invitation au pragmatisme, par une invitation à positiver parce qu'il fallait susciter de l'espoir, il fallait pas démoraliser les gens. Enfin, on vit dans cette ère-là, hein, du développement personnel où il faut être positif, hein, voilà, c'est insupportable. Il faut à un moment donné, il faut se confronter à une forme de réalité. C'est ce que j'essaye de faire là, hein, pour que paf, ça provoque des réactions à la hauteur des enjeux. Parce que si on est toujours en train d'esquiver les problèmes, la noirceur des situations dans lesquelles nous sommes, il y a peu de chances qu'on réagisse au bon niveau. Voilà. Et je pense que tout le travail de sable qui a été fait récemment par le marketing et le greenwashing a abouti à absolument ça, dépolitiser, nous rendre naïfs, nous désarmer.
Et il faut reprendre du pouvoir sur nos vies et remettre des lunettes bien ajustées, et pas ces lunettes roses là qu'on nous a données pas cher. Mais voilà, hein, il faut regarder précisément avec un esprit critique, avec lucidité tous ces phénomènes-là, parce que ils nous soumettent et il est temps de se réveiller, quoi. Moi j'ai un petit conseil à donner à Baptiste, s'il veut ne plus avoir le moral à zéro et faire quelque chose dans ce sens, c'est supprimer tout le rayon développement personnel, comment vous faire du bien. Parce qu'en plus de ça, j'ai entendu, à propos avec le salon du livre, que c'est des rayons qui ont pris une ampleur monstrueuse dans les librairies. Et puis il n'y a pas que ça, comment soigner le cancer avec des fleurs, comment, enfin, tous ces sujets qui passionnent beaucoup de gens. Évidemment dans nos rayons totalement. Tu commences par ça, tu vires tout ça et puis tu mets autre chose à la place. Charbonneau et mais c'est toujours pareil, on peut faire une... alors d'abord vous verrez, allez regarder, hein, c'est 3 étagères, c'est 3 planches, c'est pas bien important par rapport à ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle autre librairie. Et puis je vous avoue une chose, tout ça c'est choisi, alors évidemment par Stéphanie et puis un petit peu par moi-même. C'est ça, c'est ta faute Stéphanie. On est quand même très sensible à ce qu'on y met. Qui chauffe la soupe. Mais il en faut pour tout le monde, Oui. L'intérêt d'une librairie, c'est qu'à moins de 2 étagères de ce rayon développement perso, il y a le livre de Jean-Marc. Il suffit de tendre le bras au moment où on passe à la caisse, et il y a le livre de Jean-Marc. Quand on passe devant ma librairie, il y a le livre de Jean-Marc. Chouette, ça. Non, il faut qu'il reste en permanence partout. Après, il y a aussi une... Et là, je vais prendre le bâton pour me battre moi, pour battre ma propre profession. Mais en fait, si les libraires ont accordé autant de place au développement personnel, c'est parce qu'il y a eu aussi une telle offre des éditeurs. Et je pense que... Nous, on n'en fait pas, hein, Cheval d'échecs et non. mais c'est parce que aussi, je pense que c'est aussi un symptôme de l'époque où les gens sont perdus et attendent qu'on leur... Et en fait, ils cherchent des réponses là-dedans. Et je pense que certains livres de développement personnel leur donnent des réponses peut-être... et ça entretient sûrement aussi... Je ne sais pas s'il faut forcément opposer ou diaboliser ces démarches-là. Pour certains, elles sont utiles. Et voilà. Mais ce qui est vrai, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Ça a toujours existé. Bon, ça c'était un peu ma critique aussi que vous retrouverez sur la collapsologie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces théoriciens de l'effondrement, que je connais bien, qui sont souvent des amis, mais dont je regrette que récemment, ils aient aussi eu une espèce de dérive vers cette forme de pseudo-science et de spiritualité pour accueillir ces émotions face à l'angoisse et au désespoir de l'effondrement probable et tout ça. Il y a une partie des théoriciens de l'effondrement qui favorisent les survivalistes blancs aux États-Unis. C'est possible, il y a plein de courants, c'est encore une jeune discipline. Moi, je pense qu'elle a beaucoup d'intérêt, mais il y a aussi parfois ces tentations à revenir sur ces logiques de développement personnel que moi, avec lesquelles je ne suis pas à l'aise et qui, je trouve, font le jeu toujours de cette dépolitisation. Et c'est dommage, parce qu'au contraire, le constat très lucide, très factuel, très argumenté, une fois de plus, que la coopsologie, ou en tout cas les penseurs des limites des systèmes ont formulé, ont bien posé, était de nature à provoquer ce fameux électrochoc. En tout cas, pour moi, ça a marché. Mais voilà, après, ils sont partis dans ces chemins-là. Bon, on en débat beaucoup dans ce petit cénacle, mais je crois que ça comporte un certain nombre de risques de gouroutisation, de dérive, et en tout cas ça nous éloigne peut-être du type de réaction que moi en tout cas je pense qu'il faudrait qu'on ait. Voilà. Parce que le statut type, c'est pas ces couples qui refusent d'avoir des enfants. Je pense pas, pour ma part. Parce que dès lors qu'ils sont parfaitement conscients de tout ça, il vaut mieux éduquer ses enfants dans ces, c'est mon sentiment, dans ces valeurs, avec ces références-là, avec une éthique de la simplicité, de la sobriété, de la considération pour l'autre et du respect, et ainsi de suite, qu'ils ont probablement pour en être arrivés à ces conclusions, plutôt que de laisser faire n'importe qui. Enfin, de laisser
laisser des bataillons d'enfants mal éduqués, entre guillemets, faire n'importe quoi. Donc moi, ces problématiques autour de la natalité me semblent très compliquées, ne serait-ce que parce que ça va prendre des générations avant qu'éventuellement il y ait une maîtrise de ces questions et qu'on n'a plus le temps. Donc passons déjà à ce qui marche, plutôt que l'hypothèse d'une transition démographique qui prendra un temps infini, quoi. La Chine est Enfin, très long. Ouais, quoique, il y a débat aussi là-dessus. Ils n'ont pas en plus accepté un deuxième. Si, mais il est question, enfin, la coercition chinoise est mise en question beaucoup, justement parce que si on la compare à des politiques tout à fait libérales, au sens vous faites ce que vous voulez de la Thaïlande, ils obtiennent les mêmes résultats en termes de natalité Et puis même en Europe, on voit des pays qui ont un très faible taux de natalité sans contrainte. Bon, bref, ça c'est un sujet très délicat. Moi qui ai 4 enfants, je ne l'aborde pas. Eh bien, ce que je vous propose, c'est comme on a un petit quelque chose qui sent un petit peu bon, qui commence à être prêt, c'est de continuer évidemment cet échange, mais d'une manière moins formelle, avec un petit quelque chose à boire et un petit quelque chose à manger, si ça vous convient. Jean-Marc évidemment là, potentiellement pour les signer ou tout simplement pour échanger. Léa aussi sur le travail des rues de l'Échiquier, puis un grand merci à vous. Merci de votre présence, beaucoup. Si présent. Il n'y a pas de viande dedans. Ah non, j'avais mis un cahier des charges.